La Révolution française a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, comment étaient organisés les métiers au Moyen-Âge? C'est au Moyen-Âge que ça se passe. Au Moyen-Âge, les métiers étaient organisés en corps ou en corporation. C'est-à-dire que chaque métier était auto-organisé pour établir ses normes, établir ses salaires, établir le bien, le beau. Comment fait-on une table? C'est la corporation des menuisiers qui va vous dire comment on fait une table, une belle table, quelles sont les normes, comment les... La corporation se chargeait de la formation des apprentis. C'était l'ascenseur social, on pouvait entrer dans une corporation en étant ramassé dans le ruisseau et terminer maître. Hein. C'était l'ascenseur social de cette époque-là. Donc, la corporation fixait elle-même ses propres normes et ses propres prix. Elle fixait les prix, les normes et les salaires. La caractéristique de la corporation était que, comme elle recevait du roi le privilège de s'organiser en corporation, il était interdit d'exercer le métier en dehors de la corporation. C'était une chasse gardée. Si vous vouliez être menuisier, si vous vouliez être boulanger, il fallait en passer par la corporation de l'un ou de l'autre et suivre le processus, suivre la formation, passer les examens qui allaient avec. Ça s'appelait un chef-d'œuvre. Enfin, il y avait tout un processus et il était interdit de faire du faux travail, c'est-à-dire d'exercer la profession en dehors de la corporation. Donc, c'est le roi qui accordait ce privilège, c'est ce qu'on appelait un privilège. Qu'est-ce que c'est qu'un privilège? C'est une loi privée. C'est-à-dire que le roi va accorder aux charrons, par exemple, le privilège d'organiser les charrons, ça ne va pas être le même que celui des boulangers ou des rôtisseurs. Pourquoi? Parce que chaque métier a ses prérogatives, a ses nécessités, a ses problèmes qui ne sont pas les problèmes de l'autre, des autres. Donc il n'y a pas une charte du travail qui concerne tout le monde, c'est chaque métier qui s'organise lui-même pour fixer ses normes et sa vie, et le roi est au sommet de cet édifice. Donc chaque corporation se place sous la protection d'un saint, c'est-à-dire que nous sommes dans une société chrétienne, une corporation a son saint patron. La Saint-Éloi, la Saint-Fiacre, la Saint-Truc, la Saint-Machin. Et ils ont leurs fêtes, ils ont leurs processions, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs rigolades, ils ont leurs chansons, ils ont tout ça. Elles ont chacune leur fête chômée. Alors, qu'est-ce que la corporation assure à part la formation, le travail? Alors, il n'y a pas de chômage dans un métier. Hein. Il n'y a pas de chômage. Pour être au chômage, il ne faut pas être incorporé. Un ouvrier incorporé, il a forcément du travail. Mais un ouvrier incorporé, il paye la corporation, parce que la corporation, pour y entrer, vous lui versez de l'argent, vous versez une partie de votre revenu à la corporation, et elle va vous assurer la retraite, le veuvage, la santé, le handicap, tous les accidents de la vie, c'est la corporation qui les prend en charge. Le chômage, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Vous avez perdu votre travail, vous allez en retrouver un autre. Alors, les veuves et les orphelins sont pris en charge par la corporation, et la corporation est tellement riche, parce que les corporations accumulent du bien année après année, génération après génération, que souvent elles aident en dehors de la communauté. Je l'ai vu notamment, j'ai étudié le problème d'un incendie à Paris, un incendie absolument gravissime. Enfin, il y a un pont de Paris, vous savez, les ponts avant étaient habités. Le petit pont à Paris a complètement brûlé. Il y a eu énormément de sinistrés. Les corporations, elles donnent, quoi. Elles ont de l'argent. Les corporations donnent. Et la corporation donne un statut honorifique à ses membres. Être incorporé, c'est être quelqu'un. Donc, vous avez l'honneur de travailler dans telle corporation, et la corporation va vous donner un statut sans lequel, non seulement sans lequel vous ne pouvez pas vivre, mais je vais dire qui vous donne une existence sociale absolument honorable et honorée. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la corporation, de par ce fait, elle exerce sa propre police. Elle exerce sur ses membres la police de l'honneur. Imaginez un ouvrier incorporé qui est pris dans une ruelle sombre à se faire empapaouter par un... Terminé. C'est fini. C'est fini. Un ouvrier incorporé a des mœurs pures. Un ouvrier incorporé ne va pas battre sa femme. Ça n'existe pas, ça. Attendez, imaginez qu'elle vienne se plaindre, ça ne va pas le faire. Un ouvrier incorporé ne va pas voler. Attendez, voleur, et c'est la porte. Menteur,
c'est la porte. Donc, au niveau des mœurs, au niveau de la vie sociale, la corporation, de par l'honneur qu'elle promeut comme valeur première, comme valeur de base, elle assure sa propre police. Je l'ai vu en étudiant notamment alors c'est un peu différent parce que j'ai étudié le cas du domestique d'Amiens qui s'en est pris au roi en 1757, au roi Louis XV, et qui a été abominablement mis en pièces. Enfin bon, ça a été un procès absolument abominable. Alors il était domestique, il n'était pas incorporé parce qu'il n'y avait pas de corporation des domestiques, mais les domestiques entre eux fonctionnaient comme une corporation. À un moment donné, Damiens a volé, il s'est retrouvé sans aide. T'as volé, mais t'es malade. Mais plus personne va te trouver du travail. Un domestique arrive quelque part, il rencontre un autre domestique, t'as tes domestiques, oui, tu cherches du travail, attends, je vais t'en trouver. La solidarité fait que... et ça tient sur l'honneur, ça tient sur le regard des autres. Et tout ça, ça fonctionne parce qu'on est en communauté. Il ne peut pas y avoir le regard des autres si on est chacun atomisé, chacun de son côté, et si le seul regard que vous avez, c'est votre voisin de palier. Donc le regard de la communauté assure aux membres de la communauté une police sans la police. Alors, la corporation, de par son fonctionnement, elle protège le travailleur et le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur est assuré d'un travail bien fait, de règles respectées et de prix justes. Entrée. Alors, la corporation est très puissante. Elle est très puissante. Elle a l'oreille du roi. Quand elle a un problème, elle va voir le roi. Elle représente ses membres. Quand le syndic d'une corporation demande une audience au roi, c'est toute la corporation qui est reçue par le roi et qui est écoutée par le roi. La corporation est la base de l'ordre social de l'Ancien Régime dans les villes. Je dis bien dans les villes parce que dans les campagnes, les communautés villageoises, c'est autre chose. J'en ai parlé lors de ma conférence sur les paysans de la Bourgogne. Il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient là, qui ont suivi. Sinon, on peut la trouver sur ma chaîne YouTube. Le mode de fonctionnement des communautés villageoises, c'est pas la même chose. Donc, les métiers, c'est quand même beaucoup plus l'affaire des villes. Encore qu'il y a des corporations dans les villages, mais c'est surtout l'affaire des villes. Alors, les corporations vont être la cible du mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières, c'est un mouvement qui commence à la fin des années 1740 et qui va durer jusqu'à son triomphe pendant la Révolution. Et la critique ne commence pas avec les Lumières, mais elle va se déchaîner avec les Lumières. Alors, quelle est la critique qu'on oppose aux corporations? Alors d'abord, je tiens à vous dire tout de suite que la corporation, ça n'était pas le paradis. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des abus, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des ouvriers qui se plaignaient, qu'il n'y avait pas des patrons méchants ou abusifs, je ne sais pas. Il ne faut pas imaginer que la corporation, c'était le paradis. En tout cas, c'était le mode de fonctionnement de l'Ancien Régime, avec sa morale, avec ses normes. Et la critique a été très très sévère contre les corporations, mais... Alors, la critique se fait sur la base d'un certain nombre d'abus, et un abus, ça se corrige. Un abus, ça se corrige. Si quelque chose ne fonctionne pas, on peut toujours corriger un abus. Or, il était dit que les corporations perdaient leur temps et leur argent en procès ridicules. Comment ça, vous avez fabriqué tel produit qui relève de la corporation des pelletiers, alors que vous n'êtes que, j'en sais rien, moi... pelletier d'un côté et tailleur de l'autre, par exemple. Alors on se fait des procès, et puis on crie, et puis on perd de l'argent, et tout. Bon, on les tourne en ridicule. Ils se font des procès de concurrence entre différentes corporations. On se moque d'eux à ce propos. On dit que les corporations font payer abusivement des visites d'inspection, des banquets et des droits divers. C'est vrai que la corporation, elle ponctionne ses membres. Hein. Vous êtes un ouvrier incorporé, vous allez payer la corporation. Alors je vous ai expliqué que en échange, elle va vous assurer le veuvage, l'assurance vieillesse, tout ça. Ben oui, mais ça se paye. Donc, est-ce que l'argent est toujours bien employé? Est-ce qu'il n'y a pas des abus? Pour pouvoir être incorporé, il vous faut présenter un chef-d'œuvre à la fin de votre apprentissage. On dit le chef-d'œuvre, c'est complètement inutile, ça coûte beaucoup d'argent, enfin c'est ridicule. Et puis toutes ces visites d'inspection, parce que la corporation, à partir du moment où elle a le privilège de surveiller qu'aucun ouvrier non incorporé va faire le métier, ils se payent des inspecteurs. Puis de temps en temps, ils vont débouler chez un gars, vous êtes incorporé où vous? Ah, comment ça, vous êtes tailleur et vous n'êtes pas là? Allez hop, on vous saisit votre travail, le fruit de votre travail. Et puis alors, bon, les corporations n'ont pas que des amis. Ils n'ont pas que des amis. Alors... Louis XIV n'a pas été en reste pour critiquer les corporations. Hein. Louis XIV, c'était un roi extrêmement autoritaire. Et dès 1691, il a dénoncé que les chefs-d'œuvre coûtaient beaucoup trop cher
si vous êtes obligé de faire un chef-d'œuvre pour pouvoir être incorporé, que ces chefs-d'œuvre vous coûtent très très cher, on dit c'est abusif. C'est-à-dire qu'il faut être riche pour pouvoir, ce qui n'est pas vrai dans l'absolu, mais enfin disons que si ça doit coûter trop cher de faire un chef-d'œuvre, ça ralentit le passage à la maîtrise et ça pénalise des gens qui auraient pu travailler utilement. Donc Louis XIV a également critiqué l'absence de règles dans les apprentissages. Parce qu'effectivement, l'apprentissage, c'est chaque métier qui va décider quel va être l'apprentissage. Et le roi, il dit, on pourrait quand même édicter un certain nombre de règles de base qui pourraient être reprises de droite ou de gauche. Il dit que les droits d'entrée dans la corporation sont trop onéreux, parce que quand vous entrez dans la corporation, vous allez payer le banquet, vous allez payer la buvette et tout et tout. Ah là là, on les fait payer pour entrer. Tout ça, c'est une honte. Tout ça, ça coûte beaucoup trop cher. On dit qu'il y a des procédures électorales douteuses. Ben oui, parce qu'une fois que vous êtes dans la corporation, vous pouvez continuer simplement votre métier, ou alors entrer dans la hiérarchie de la corporation, et là, alors des briques, des cabales, et puis celui-là, il n'est pas bien, et tout. Tout ça, c'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, c'est des briques et des cabales, nous dit le roi Louis XIV, et il faut réformer tout ça. Et il propose, il avait besoin d'argent, mais toujours les rois ont eu besoin d'argent. Un roi, c'est quelqu'un qui court après l'argent. Sachez-le d'une façon générale, depuis qu'ils sont rois, et jusqu'à ce qu'ils perdent la tête parce qu'ils n'en avaient plus. Le roi a proposé, pour pouvoir faire de l'argent, de transformer l'élection en vénalité de la charge. C'est-à-dire que le roi a proposé que pour être incorporé, il suffise de payer. Bon. Alors, la critique du roi était intéressée. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de l'argent et que les corporations étaient très, très riches. Les corporations étaient très riches. C'est du trésor accumulé, mais c'est du trésor qui représente quoi ? Le fruit de l'épargne des travailleurs. C'est pas de l'argent qui vient d'autre chose que du fruit du travail des gens qui appartiennent à la corporation. Voilà. Donc Louis XIV puis Louis XV vont assommer les métiers par des impositions qui vont par ricochet faire augmenter les droits d'entrée dont on critique le montant excessif. Quand le roi a besoin d'argent, il taxe les corporations. Tac, allez hop. Alors les corporations, elles se rattrapent sur les droits d'entrée, puis après elles disent, mais les droits d'entrée sont trop chers. Oui, majesté, baissez un peu vos prétentions. C'est vrai que les rois, quand ils cherchent de l'argent, ils vont chercher là où il y en a. Et les corporations, il y en a toujours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les abus, ça se corrige. Et face à un abus, soit vous corrigez l'abus, soit vous tuez le malade. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a tué le malade. On a tué les corporations. Alors, avant la période des Lumières, dont je vous ai dit que les Lumières, ça commence aux alentours des années 1745, 6, 7, en 1714, un médecin venu de Hollande, qui s'appelait Bernard de Mandeville, alors avec un nom bien français comme ça, on peut supposer que c'est un protestant qui a quitté la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, en 1714, il vient et il écrit, il vient en France et il écrit La fable des abeilles. Et il dit, on va tout révolutionner. Il faut pratiquement changer la morale. Il dit, si en chaque part le vice s'installe, le tout est un paradis véritable. Vive le vice, le plaisir et l'instinct. Les vices privés sont les bienfaits publics. Qu'est-ce que ce monsieur prétend ? Avec votre morale qu'il faut être bien, qu'il faut être gentil, qu'il faut être honnête, laissez tomber. Plus les gens sont vicieux, plus l'équilibre des vices va faire que tout le monde va se sentir bien. C'est-à-dire qu'il faut des voleurs. L'honnêteté est la mère de la paresse. L'ammoralisme le plus éhonté deviendra la norme. Et ça, ce sera l'esprit des Lumières. C'est précurseur. Un grand négociant qui s'appelle Jean-Claude Marie Vincent, seigneur de Gournay, on l'appelle Gournay, sonne la charge contre les corporations. Il dit les corporations sont nuisibles, elles gênent la circulation des marchandises, elles sont trop chères et elles dissuadent les gens de prendre les risques. Alors, retenez bien cet argument parce que ça reviendra comme une scie. Quand un ouvrier est assuré de son gain, il travaille moins bien. Il faut l'aiguillon de la peur, du besoin, etc. Ces gens sont vraiment des salopards. C'est vraiment des salopards. Voilà. À tous les niveaux où je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça. Il dit, les forces du marché feront beaucoup mieux que la police et la justice, car le client décidera de la qualité. Si un ouvrier fait un mauvais travail, le client ne prendra pas. On n'a jamais vu des clients se faire avoir, par exemple. De toute façon, c'est des vues de l'esprit, tout ça. Donc, ils disent, il n'y a pas besoin de règles, de normes. Il n'y a qu'à laisser les gens faire leur production comme ils l'entendent, et puis si c'est mal fait, le client n'achètera pas. C'est-à-dire qu'on va revoir toutes les normes, on va déréglementer. Tout est à jeter pour Gournay. Il n'y a rien pour la défense des corporations. Il dit tout est nuisible. Il dit l'apprentissage est une servitude avilissante. Apprendre un métier, c'est avilissant. Il l'écrit. Il dit elle fait faire en 10 ans ce qu'on peut faire en 10 jours. Alors je voudrais savoir quel est le métier qu'on peut apprendre en 10 jours. Mais ça, ils l'ont dit et ça a été repris.
Gournay a écrit, on peut apprendre en 10 jours un métier alors qu'on vous le fait faire en 10 ans. J'aime autant vous dire que l'apprenti qui a fait ses 10 ans d'apprentissage et qui passe sa maîtrise, il en sait plus que le gars qui vient d'y passer 10 jours, hein, clairement. Clair. Mais ça, ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Il dit le passage à la maîtrise est fait de frais et de formalités. Comme si le passage à la maîtrise, ce n'était pas avant tout un examen de son savoir-faire et de son habilité à faire ce qu'on vous demande, enfin à faire ce que le métier demande. Et il compare avec l'Angleterre et la Hollande où les objets sont aussi bons et sans corporation, dit-il. Mensonge. Des corporations, il y en a dans toute l'Europe. Des corporations, il y en a partout. Mais vous savez, regardez ailleurs. Ailleurs, c'est mieux. En Angleterre, ils n'ont pas de corporation et c'est aussi beau. Menteur. Menteur. Parce qu'effectivement, quand l'Angleterre va avoir supprimé ses corporations à l'issue de sa révolution et qu'elle va avoir prolétarisé le travail va être beaucoup moins de moins bonne qualité. Donc c'est un mensonge. Mais il n'y a pas Internet à l'époque pour vérifier, hein, les fake news, comme on dit. Il dit la France doit entrer dans le monde du profit, l'Europe la regarde. Ça vous rappelle rien? C'est beau, hein? Regardez les Anglais comme ils font. C'est l'époque de l'anglomanie, hein. Voltaire, il y a contribué. Regardez les Anglais, c'est tellement génial. Ils n'ont plus toutes les entraves et tout. Les gens se pendaient dans les rues aussi, hein. La misère était effroyable. Ça les dérangeait pas. Alors, l'encyclopédie, c'est quoi? C'est un gros dictionnaire, édité par un monsieur Denis Diderot, payé par les francs-maçons. C'est une machine de guerre contre le catholicisme, en fait. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais ça se présente comme un gros dictionnaire qui va énoncer comment dire, un gros dictionnaire de tout. Un gros dictionnaire de tout, des idées, des techniques, de tout. Il y a des entrées sur tout. Vous avez, alors, le dictionnaire va s'attaquer aussi bien. Il y a un article jésuite que je vous recommande, c'est une abomination, c'est une ignominie, absolument un tissu de mensonges absolument éhonté. Mais il va y avoir aussi religion, il va y avoir menuiserie, il va y avoir boulangerie, il va y avoir culture du blé, enfin, il y a tout. C'est un dictionnaire, il fait je ne sais pas combien de volumes. C'est des machins gros comme ça, l'encyclopédie. Dans toute bonne bibliothèque municipale, vous devez le trouver. Et comme à Troyes, vous avez une excellente bibliothèque historique. À Troyes, c'est une référence. Vous pouvez retrouver de l'encyclopédie. En plus, on la trouve en ligne, hein, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vous téléchargez l'Exilogos, encyclopédie de Diderot d'Alembert, vous allez tout trouver. Mais allez en bibliothèque aussi pour la sous-peser et voir ce que ça représentait. C'est très intéressant. Donc l'encyclopédie, elle va emboîter le pas de Gournay. Il va y avoir une entrée communauté commerce. Communauté commerce qui dit le gain assuré des corps de métier ou des marchands, parce que les marchands sont incorporés aussi. Hein. Il y a les normes des marchands, les normes des artisans, les normes des marchands. Il dit, dans l'encyclopédie, le gain assuré, c'est-à-dire le salaire assuré, hein, le gain assuré, des corps de métier ou de marchands, les rend indolents et paresseux. C'est pas beau, ça? Pendant qu'ils excluent des gens fort habiles à qui la nécessité donnerait de l'industrie. Bande de feignants. Bande de feignants. Les ouvriers, c'est des bandes de feignants. Ils sont organisés de telle sorte qu'ils aient le salaire assuré, vous vous rendez compte? Alors que s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir manger le lendemain, qu'est-ce qu'ils travailleraient mieux, hein? On est tous d'accord avec cette analyse-là, hein? Vous êtes d'accord que quand on n'est pas sûr de manger demain, qu'est-ce qu'on travaille bien, hein? En fait, il faut de l'insécurité pour avoir du rendement, c'est ça qui prépare, hein? Un certain Féguet de Villeneuve écrit dans l'encyclopédie à l'article dimanche. Oui, il y a tout dans l'encyclopédie. Il y a peut-être lundi, mardi, je n'ai pas regardé. En tout cas, dimanche, il y a ça. Et il dit, les corporations... alors, il dit que le dimanche, c'est une perte de temps. Non, excusez-moi, le dimanche, c'est une perte de temps. Et Voltaire va en rajouter. Le dimanche, attendez, vous savez ce qu'ils font le dimanche? Ils boivent, ils vont au cabaret, ils vont dépenser. Tout. Vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait leur faire des routes, on pourrait leur faire creuser des puits, on pourrait leur faire des... Hein? Au lieu de bêtement. Bon, ça, c'est l'article dimanche. Et alors, le même qui a écrit l'article dimanche, il dit « Les corporations favorisent les fils de maître, les cabales, l'ivrognerie et le monopole. » C'est-à-dire qu'en fait, pour ces gens-là, les ouvriers, c'est des bêtes immondes. Ce sont des ivrognes, ils font des cabales, ils font des passe-droits pour les fils de maître, et ils organisent le monopole. Alors, le monopole, c'est l'horreur, quoi. Comment ça, le monopole? Et ils critiquent le chef-d'œuvre. L'encyclopédie dit que le chef-d'œuvre sert surtout à arroser les jurés. Pas forcément faux toujours. C'est pas la peine de généraliser. Bon.
On ne voit guère quelle peut être l'utilité. Alors écoutez la logique de ces gens-là, c'est extraordinaire. On ne voit guère quelle peut être l'utilité des chefs-d'œuvre. Si celui qui se présente à la maîtrise sait très bien son métier, il est inutile de l'examiner. Mais qui c'est qui va décider qu'il le sait si on ne l'examine pas? Vous imaginez comme ces gens tournent en rond? S'il sait son métier, c'est pas la peine de l'examiner. Bon, moi j'arrive, je sais mon métier, ben d'accord, donc je peux y aller. Mais si personne ne m'examine, comment peut-on savoir? S'il ne le sait pas, cela ne doit pas l'empêcher d'être reçu. S'il ne connaît pas son métier, on peut le recevoir quand même. Il ne fera de tort qu'à lui-même. Bientôt, il sera connu pour un mauvais ouvrier. Ah, ben oui, quand vous arrivez, vous avez besoin d'un ouvrier. Vous savez que celui-là, il est mauvais. Pourquoi vous le savez? Ben parce qu'on le sait. Voilà. Il n'y a personne pour vous le dire. Et celui-là, il est bon. Vous allez prendre le bon et pas le mauvais. Mais qui c'est qui va le dire? Qui c'est qui va vous le dire? Comment protège-t-on le consommateur s'il n'y a pas un contrôle? Ben, c'est très bien que la réputation peut précéder un ouvrier. Mais enfin, quand vous voulez un artisan, vous voulez quand même quelqu'un qui a appris le métier. Non. Il est comme ça, il dit qu'il est bon, donc on peut le croire. Bientôt, il sera connu pour mauvais ouvrier et forcé de cesser un travail où, ne réussissant pas, il est nécessaire qu'il se ruine. Parce que le mauvais ouvrier ne peut pas ruiner le client qui s'est fait avoir. Hein. C'est lui qui va nécessairement se ruiner. C'est la logique de ces gens-là. Vous savez, ce sont des gens qui raisonnent en circuit fermé. Ils ne sont jamais confrontés aux réalités qu'ils dénoncent. Alors, les arguments contre les corporations vont être toujours les mêmes, pas que l'encyclopédie. Hein. Je vous ai parlé de Gourmet, l'encyclopédie, mais d'une façon générale, tout le monde s'y met. Les prix sont trop élevés pour l'entrée, la durée d'apprentissage est trop longue, il y a des exemptions diverses qui font monter les prix de ceux qui payent, elle ne permet pas la concurrence et elle asphyxie l'économie. L'économie, c'est un gros mot qui vient d'arriver. L'économie. Le droit au travail, disent-ils, appartient au peuple, il est inconcevable de le lui faire payer. Et là, on va avoir l'argument, on va interdire les corporations pour défendre le peuple. Pas beau, ça? C'est bien. Le marché est forcément juste. Et c'est là qu'on introduit la notion d'économie de marché. C'est quoi le marché? Le marché, c'est la situation dans laquelle vous avez un vendeur, vous avez un acheteur, ils vont nécessairement se tomber d'accord, s'ils sont égaux, ils sont libres. Tu veux pas acheter à mon prix, je vais être obligé de le baisser. S'il est trop cher, tu vas pas me le prendre. Hein? Bon, donc le bon prix sera forcément ajusté par le marché. Et il dit, l'intérêt de tout marchand ou fabricant le porte à être de bonne foi. Ah, d'accord. Le marchand, il ne peut pas être menteur. Non. Son intérêt, c'est d'être de bonne foi. Il dit, où l'intérêt commande, il ne faut point de loi. Où l'intérêt commande, il ne faut point de loi. C'est le credo libéral. On y est encore. C'est là que ça se théorise. L'ordre naturel implique que la concurrence supplée à tous les règlements. Il n'y aura plus de règles pour ces gens-là, il n'y aura plus de lois. La concurrence va tout régler. La concurrence va fixer le juste prix. Le prix sera juste parce que réglé par la concurrence. Elle garantit la bonne foi. Grâce à la concurrence, il n'y a plus de menteurs. C'est extraordinaire. Les gens ne vont plus mentir. Il n'y aura plus de gens qui vont essayer d'abuser le client puisque la concurrence va perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle assure la circulation des biens. Et pour installer la concurrence, il faut supprimer tous les règlements et tous les privilèges. On approche de la révolution. On va supprimer les privilèges. Et le privilège, je vous ai expliqué que c'était une loi privée, mais il y a un autre mot pour comprendre ce que c'est que le privilège, c'est le droit acquis. Vous savez que les mineurs en France avaient le privilège de ne pas travailler, de ne pas descendre à la mine au-delà d'un certain âge. C'est un privilège. On a aboli les privilèges, vous pouvez descendre à la mine jusqu'à 70 ans. C'est le progrès. Bon, c'est le principe, c'est là que ça se joue. Donc, le marché ne connaît que des individus qui ne peuvent pas communiquer avec les autorités, qu'à titre individuel. Si on supprime la corporation, l'ouvrier qui a un problème, il s'adresse à qui? À personne. Il faut faire une administration. Hein? Il faut faire une administration. De toute façon. Attends, les corporations atteignaient le roi. Et là, si on supprime les corporations, elles existent encore là, on prépare l'abolition. Hein. Le marché ne connaît que les individus. Si on supprime les corporations, l'ouvrier n'a plus absolument aucune forme, n'a plus aucun moyen d'atteindre l'autorité et de faire entendre sa voix.
La campagne de propagande anti-corporation va se déchaîner. Un certain Bigot de Sainte-Croix, magistrat normand, est sollicité par Laverdy. Laverdy, c'est celui qui a introduit la libre circulation des subsistances. Alors, est-ce que quelqu'un a entendu parler de la libre circulation des subsistances? Ça se joue en même temps. La bataille contre les corporations et la bataille pour la suppression de la police des grains, c'est la même époque, c'est les mêmes gens. La police des grains garantit que le pain du peuple n'atteindra pas un niveau que le peuple ne puisse payer. Il y a une police pour ça. Les libéraux vont dire « laissez circuler les grains, le marché fera le bon prix ». Ça a fait des flambées de prix du pain et ça a donné la révolution avec des émeutes de la faim. Alors qu'il y avait du grain en voiture, voilà. Bon, ça c'est la face laisser passer. Maintenant, c'est la face laisser faire, c'est-à-dire que ce que veulent les libéraux, c'est laisser passer les marchandises et laisser faire le travail sans aucun contrôle. Donc, Laverdy est celui qui, en 1763, non, 1760, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, bref, Laverdy est un monsieur qui va théoriser à la fois la libre circulation des grains et la suppression des corporations. Il écrit un essai sur la liberté du commerce, donc ce Bigot de Sainte-Croix écrit un essai sur la liberté du commerce. Il tourne en dérision toutes les querelles entre les tailleurs et les fripiers et il généralise. Vous allez prendre une querelle ridicule et vous allez dire regardez comme ils sont ridicules, regardez comme ils sont vains, regardez comme ils sont grotesques. Il assure, alors tenez bien ça, que 10 000 artisans fuient chaque année le royaume. Vous savez pourquoi il a dit 10 000? Parce qu'il n'a pas pensé que 100 000, ça serait mieux, ou même 1 million. Il balance ça comme ça. 10 000 artisans sont tellement malheureux d'être incorporés en France que tous les ans, ils quittent la France. Et l'époque des Lumières, c'est une époque où on passe son temps à dire qu'on n'est pas assez nombreux. Aujourd'hui, on veut dépeupler, mais à l'époque, on voulait repeupler. Donc, il disait toujours, il nous faut des citoyens, il nous faut de la population, il faut peupler, il faut peupler, il faut peupler. Et vous vous rendez compte, à cause des corporations, vous avez 10 000 artisans tous les ans qui quittent la France. Qui sort ça d'où? Peut à part ses sources, rien. Je dis, il a oublié, ça serait mieux 1 million, je pense. Ça serait mieux. Bon, la France comptait 20 millions d'habitants, donc c'était pas possible 1 million, mais 10 000, ça faisait quand même déjà énorme. Et alors, il dit, voulez-vous que les hommes soient justes et honnêtes? Faites qu'ils aient intérêt à l'être. C'est l'intérêt qui va primer. C'est pas le bien ou le mal, c'est ça rapporte ou ça rapporte pas. Ça va être la nouvelle norme, ça va être les nouvelles règles. L'intérêt particulier sera le garant de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on nous vend depuis quelques décennies. Hein? On abolit la morale, on la remplace par l'équilibre entre mes intérêts et les tiens. Mais il n'y a pas de gros dégueulasses dans leur histoire. Hein? Il n'y a pas des menteurs, il n'y a pas des voleurs. Non, tout le monde est égaux. On est tous égaux. Il dit, il ne faut plus d'identité collective. Le marché ne connaîtra que les individus. On y est. Ce serait renoncer aux avantages du projet proposé et de retomber dans tous les abus des jurantes que de permettre aux agents d'une même profession d'avoir entre eux aucun point de ralliement. Il n'existe aucun point de ralliement entre les ouvriers, ni d'une même profession, ni de professions proches. Et s'il doit y avoir des désordres, on fera une police. Je vous dis que la police n'intervenait pas dans les corporations jadis. Elle assurait sa propre police par le sentiment de l'honneur qu'elle répandait parmi ses membres. En fait, cette critique des corporations, qui se déchaîne au moment des Lumières, elle est injustifiée. D'abord, si les corporations sont endettées, c'est le cas, c'est surtout par la pression fiscale. Cherchez du côté de la royauté. Là. Ils ont besoin d'argent, paf, ils vont taxer les corporations. Il faut arrêter de leur reprocher de faire des dettes. Deuxièmement, les passe-droits et les abus, ça se corrige. D'autre part, le reproche de faire passer d'abord les fils de maître ne résiste pas à l'analyse. Ces gens prétendent, et ça s'est retrouvé, je crois, dans l'encyclopédie, que pour être incorporé, il faut d'abord être fils de maître. Pour être maître soi-même, il faut être fils de maître. C'est-à-dire qu'en fait, ils font passer leurs enfants avant les autres. C'est une critique qui est grave, mais elle est fausse. Le chercheur américain Stephen Kaplan, dont je me suis beaucoup inspiré pour ça, parce que c'est lui qui a fait le boulot. Hein. C'est lui qui a fait le boulot sur la... C'est l'historien de la critique du libéralisme en France. Il a analysé la suppression de la police des grains et la suppression des corporations. C'est admirable son travail.
il est allé chercher les statistiques de qui devient maître parce qu'il est fils de maître et qui ne le devient pas. Ben, écoutez, c'est quand même intéressant à savoir. 4/5 des maîtres sont extérieurs à la reproduction familiale. Il y a un maître sur 5 dont le papa était maître. Les 4 autres, c'est un recrutement extérieur. Alors c'est quoi ces critiques? C'est du mensonge. C'est du mensonge. On ment, on veut la peau des corporations et on ment. 10 000 qui quittent tous les ans. Mensonge. Il n'y en a pas à l'étranger. Mensonge. Ils mentent. Ils veulent supprimer les corporations et ils mentent pour ça. Alors, les corporations, c'est l'ascenseur social. C'est l'ascenseur social. On dit on n'a pas le droit de faire payer à l'ouvrier son travail. Comment ça on lui fait payer? On lui donne aussi. L'ouvrier peut avoir été ramassé dans le ruisseau et devenir maître s'il a suivi l'apprentissage et s'il a fait ce qu'il faut. Alors, les corporations assurent également la protection sociale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les orfèvres, qui sont quand même la plus riche des corporations, ils ont des maisons de retraite avec des lits gratuits. Ils ont un fonds de fonctionnement qui est toujours là et tout est dirigé par des religieux qui sont payés à plein temps. Ils aident les vieux, les malades et les indigents de la corporation. Et puis quand il y a besoin de la corporation d'à côté ou de l'absence de corporation, je vous dis en cas de coup dur, les corporations aident. Ils fournissent, tenez-vous bien, des prêts aux maîtres. Vous êtes un maître et vous voulez agrandir votre entreprise, vous avez besoin d'argent, vous allez où à la banque? La quoi? La quoi? Ça n'existe pas ça. Vous allez vers la corporation. Elle va vous prêter à taux zéro. Vous ne voudrez quand même pas que la corporation fasse payer l'argent qu'elle vous prête. Non mais oh! Elle vous prête à taux zéro. Et si vous ne pouvez pas rembourser, parce que coup dur, etc., ils vont vérifier que vous êtes de bonne foi, puis ils vous passent l'éponge. Essayez avec votre banque. Ils aident parfois à domicile. Vous avez un ouvrier qui s'est cassé la patte. Ben, on va le voir. Tu as besoin de quelque chose. Ils organisent des ateliers collectifs pour ceux qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Ah bah oui, mais moi j'aimerais bien, mais je ne peux pas y arriver. Bah, attendez, on va se mettre à plusieurs. Ils font tout l'œuvre sociale qu'on peut attendre d'une organisation de ce type. De quoi se plaignent ceux qui n'en font pas partie? C'est incroyable quand même, c'est important tout ça. On leur fournit dans les ateliers les outils et les matières premières. Celui qui est trop pauvre pour débuter, la corporation lui prête, lui avance. Gratuitement, d'accord? Il arrive que des orfèvres aident en dehors de leur communauté. En 1788, ils ont donné 6 000 livres pour soulager les victimes d'une averse de grêle. Pour avoir l'équivalent en euros d'une livre ou d'un franc ou livre, c'est pareil, sous l'Ancien Régime, sous cette période-là, vous multipliez par 30. Le gars, il gagnait 50 livres, multiplié par 30. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1774, avènement de Louis XVI. Louis XVI, alors bon, je vous passe la décrépitude la fin du règne de Louis XV, c'est quoi? Il a fait une première expérience libérale de suppression de la police des grains, il a mis tout le monde dans la rue, enfin bon, ça a été une catastrophe. On lui a expliqué qu'il fallait qu'il fasse ça pour résorber la dette, il n'a rien résorbé du tout, la situation était de plus en plus catastrophique. 1774, il meurt. Voilà, arrive le jeune Louis XVI, qui a 20 ans, serré de près par toute la bande des encyclopédies, c'est ça, majesté, on va tout révolutionner, vous allez voir, on va tout changer, ça va être bien. Et on lui fait choisir Jacques Turgot pour régler le problème de la dette. Parce que la dette, c'est le problème récurrent de la royauté, depuis qu'il y a des rois, il y a de la dette. Depuis qu'il y a des rois, les rois courent après l'argent. Pourquoi ils courent après l'argent, les rois? Mais pour être indépendants. Pour ne pas dépendre des riches. Si vous voulez être le roi de tout le monde, il faut que vous ayez de l'argent indépendamment des puissants. Sinon, vous êtes le roi des puissants. Turgot, en 1775, alors il arrive à fin de l'été 74, et en 1775, il a, faut pas dire les pleins pouvoirs, parce que c'est pas vrai, mais disons qu'il a la bride sur le cou, il va pouvoir mener sa politique, et il écrit « Donnez-moi 5 années de despotisme, et la France sera libre. » Vous voyez pas un petit peu le paradoxe, le despotisme pour être libre? C'est encore leur vision des choses. Alors, Turgot va synthétiser les idées de Quesnay. Quesnay, c'était ce charlatan qui expliquait qu'il fallait laisser circuler les grains comme on laisse circuler le sang dans le corps humain. Vous savez, le sang, il circule, et puis le grain, il faut qu'il circule pareil. Si vous empêchez le sang de passer, vous allez avoir
je ne sais pas comment on dit ça, mais enfin bon, si le sang ne passe plus, vous allez mourir. Et le royaume de France est asphyxié parce que le grain ne circule pas. Donc il supprime la police des grains, puis c'est là que ça lance des spéculations absolument inouïes sur le prix du grain. Les gens ne peuvent plus s'acheter à manger, ça fait des émeutes et tout, et tout, et tout. Bref, c'est les théories de Kenney qui ont mené à cette folie-là. Et Turgot est un fervent partisan des théories de Kenney et de Gournay. Et Gournay, je vous ai expliqué que c'est le premier qui a théorisé que les corporations, ça fait des feignants. Alors il dit, la liberté générale d'acheter et de vendre sera le seul moyen d'assurer d'un côté aux vendeurs un prix de vente assez élevé pour encourager la production. Vous avez entendu ça ? Le vendeur aura un prix assez élevé pour encourager la production. C'est-à-dire que le producteur, si le prix de vente n'est pas assez élevé, il produit moins. Il a vu jouer ça où ? Vous imaginez le paysan, le matin, il va dans son champ, il dit « Le prix du blé est à combien aujourd'hui ?» « Non, je retourne me coucher. » C'est ça que ça veut dire. Hein ? Encourager la production par des prix élevés, ça ne va pas à la tête. Enfin bref, c'est leur logique. Et de l'autre, le consommateur, au consommateur, le prix d'achat le plus bas possible pour la meilleure marchandise. Le consommateur, il veut le prix le plus bas pour la meilleure marchandise, et le vendeur, il veut le prix le plus haut. Ben, ça va faire une juste équilibre. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps, et ça continue. Contre les fripons et les dupes, c'est aux particuliers de faire leur police. Faites la police vous-même. Vous croyez qu'ils vont laisser les gens faire ? C'est, après la liberté du commerce des grains, un des plus grands pas qu'ait fait l'administration vers l'amélioration, ou plutôt la régénération du royaume. Quand vous entendez quelqu'un qui veut vous régénérer, redoutez le pire, il va arriver. Lui, il veut régénérer le royaume, après avoir supprimé la police des grains, en supprimant les corporations. Il dit, il y a le laisser-faire, laisser-passer. Laisser-faire, c'est suppression des corporations, laisser-passer, suppression de la police des grains. Turgot abolit les corporations par l'édit de février 1776. Alors, c'est pas Turgot qui abolit, c'est le roi. Hein. Turgot, il rédige, puis le roi, ici. Mais le roi, il s'est fait avoir. Mon Dieu, il s'est fait avoir. Il fait signer au roi un édit donné à Versailles en février 76 et enregistré le 12 mars en lit de justice. Alors, je vous explique ce que c'est qu'un lit de justice. Toutes les décisions royales, la loi, c'est une décision royale. Pour qu'elle devienne applicable, il faut qu'elle ait été inscrite dans les registres, c'est-à-dire enregistrée par les magistrats des parlements. Parlement de Paris, les grands parlements à travers le royaume, enregistrent. Et quand il y a des difficultés pour enregistrer, parce que les magistrats se mêlent souvent de faire des remontrances en disant « Majesté, ce que vous dites est bien, c'est très très bien, c'est pas parce que ce que vous dites, mais... » Et ils font des difficultés à enregistrer. Si le roi se déplace, l'enregistrement est automatique et immédiat. C'est pour éviter les... Donc, Turgot a réussi à convaincre le roi que pour faire passer son édit sur les corporations, il faut un lit de justice. Et le roi se déplace en personne en disant « Mon édit va passer ». D'ailleurs, Turgot s'est permis de dire « mon édit », alors que ce n'est pas le sien, hein, on est d'accord, c'est l'édit du roi. Mais il a fait enregistrer par lit de justice son édit qui dit « Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées au droit inaliénable de l'humanité, qui est le droit de travailler. » C'est-à-dire qu'on a vendu au roi que la corporation interdit aux ouvriers de travailler. Donc on va rendre à l'ouvrier le droit de travailler. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail, qui privent l'État et les arts de toutes les lumières que les étrangers apporteraient, qui retardent le progrès des arts par des difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs. Ça, c'est l'acte de l'abolition des corporations et la prolétarisation du monde ouvrier. Et le roi a véritablement cru que c'était un acte libérateur pour le monde ouvrier. L'indigent va enfin pouvoir travailler, alors qu'avant il ne pouvait pas. Il fallait qu'il paye pour pouvoir travailler, vous imaginez. Les critiques pleuvent. Alors évidemment, tous les gens qui connaissent se disent hop, on ne les écoute pas, on en a cure. On traite Turgot d'utopiste, on dit qu'il décrit une situation qui était vraie au Moyen-Âge mais qui a évolué. Il n'écoute pas, il s'en fiche. Lui, alors, c'est un dogmatique, vous ne pouvez pas vous imaginer. Plus borné que Turgot, c'était difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Turgot a eu quelque chose pour lui qui l'a suivi jusqu'au bout, c'est qu'il était désintéressé. Turgot ne s'est pas enrichi dans son ministère. Au contraire, pour pouvoir faire passer ses réformes, il a divisé de lui-même son traitement en deux. C'est ce qu'on appelle un fanatique. C'est comme ça que j'appelle ça. Alors,
L'avocat général Séguier écrit au roi « Le but qu'on a proposé à votre majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Ces gens-là veulent déréglementer, vous avez compris. Donc, ce que dit Séguier, c'est on vous propose de multiplier le commerce en déréglementant. Et il dit, ce sont ces gênes, ces entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient clair. Mais ils voient clair dans l'autre sens. Enfin, ils voient clair, on le voit aujourd'hui. Mais disons à l'époque, vous allez avoir deux mondes qui vont s'affronter. Ceux qui vont défendre les corporations en disant, attendez, la réglementation, c'est ça qui fait la qualité. Et d'autres qui disent, mais non. La réglementation, c'est ce qui fait l'absence de qualité. Certains y voient l'apocalypse. Et vous savez ce que va faire Turgot? Il va interdire tous les mémoires publiés en faveur des corporations. On commence par censurer. Et puis alors ça a été sévère. Il a fait pareil pour la police des grains. Toute critique était systématiquement censurée. C'est pas dur, hein. Vous savez, on rentre dans la librairie, dans la librairie ou l'imprimerie, on rafle tout, puis c'est vite réglé. Hein. La censure, c'est vite réglé. Seule une fermeté intraitable pouvait donner la victoire aux libéraux. Ils avaient contre eux toute l'opinion. Les libéraux, ce sont des coteries de gens qui discutent en salon, en chambre, et qui changent le monde entre eux, et qui font passer ça au roi en disant « le peuple demande ». Mais le peuple, quand on lui demande, il dit « mais vous êtes dingue, mais vous êtes fou, mais qu'est-ce que vous faites ?» Les défenseurs des corporations et les partisans de la police des grains croient que ce n'est pas au marché de faire la loi. Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau Dieu là? Le marché, c'est le marché qui va tout faire. Mais ils sont fous. Oui, ils sont fous. Et c'est eux qui ont le pouvoir. La corporation des fruitiers écrit « Plus on réfléchit sur notre philosophie moderne, avec un grand P et un grand M, notre philosophie moderne, plus on est convaincu que le premier de tous ces principes est l'égoïsme. » Bien vu les fruitiers. Liberté, propriété, voilà leur signe de ralliement. La philosophie moderne a donc été dans la nécessité de tout attaquer. La religion, la subordination, les différences essentielles qui caractérisent les États. Aujourd'hui, on abolit les différences, même de sexe. On abolit les différences. On veut tout uniformiser. Ils voient clair, les fruitiers. Rien n'a été respecté. Les lois sont autant d'injustices dès qu'elles nuisent à la liberté de leur propriété, à la propriété. Tout ce qui touche à la propriété pour les libéraux, c'est injuste. Saint-Priest, intendant du Languedoc, écrit sur Turgot, « De tous les abus d'un grand État, le plus grand est de vouloir, sans mission, les réformer. » Vous avez là des gens qui décident de tout réformer, alors que personne ne leur a donné mandat pour le faire. Mais ils ont convaincu le roi que c'est le peuple qui voulait ça. Vous savez, la cour, c'est à ça que ça sert, ça à faire des coteries qui vont rapprocher le roi et qui vont lui soutirer des décisions. Donc, les réformes de Turgot ont jeté les Français dans les rues et sur les chemins de France en état d'insurrection. Les réformes du travail et de la circulation des grains ont mis les Français dans les rues et sur les routes, en état d'insurrection. On appelait ça la guerre des farines. Mais vous savez ce qu'ils pensent? Ils pensent que les gens sont bêtes, parce qu'ils se révoltent parce qu'ils n'ont pas bien compris. On va leur expliquer. Eux-mêmes, incapables de comprendre que les mécontentements qui fusent de toutes parts sont la conséquence des mesures libérales, Turgot, tenez bien, la France est en état d'insurrection. Je veux dire, ça s'appelle la guerre des farines, ça a été extrêmement grave. Hein. Il fait distribuer au curé de Paris un mémoire sur les moyens de procurer, par une augmentation de travail, des ressources au peuple de Paris, dans le cas d'une hausse nouvelle du prix des denrées. Je vous le donne en mille, ce qu'il a trouvé, hein. Je vais vous le dire dans une seconde. Et il fait adresser à tous les intendants de province des instructions pour l'établissement et la régie d'ateliers de charité dans les campagnes. Vous avez des chômeurs? On va faire des ateliers de charité. Pas bête? Vous savez ce qu'on va faire? Quand il y aura misère de l'abondance quelque part, on la convertira en abondance de main-d'œuvre à bas prix. C'est-à-dire que la famine va être changée en route, en canaux, en ville neuve, en travaux d'utilité collective, d'utilité publique. Vous savez, il y avait des remparts autour de toutes les villes. Qui c'est qui les a baissés? C'est les chômeurs de l'époque, c'est les ateliers de charité. Pendant ce temps-là, on leur donnait à manger, ils étaient contents. Sauf qu'avant, ils avaient un métier, une corporation. Mais parce qu'ils n'ont plus rien. En fait, ce sont des travaux d'utilité publique pour les nouveaux chômeurs. Et alors écoutez bien ce qu'a écrit Turgot au curé. Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple,
Alors, retenez bien ce que je vais dire là, parce que c'est important à savoir, et ça, je l'ai mis je ne sais pas combien de fois sur Internet, je l'ai envoyé à des hommes politiques et tout, c'est le truc à savoir, écoutez bien. Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir. C'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper un salarié. Qui a inventé le travail des enfants? Turgot. 1er mai 1775. Vous saviez ça? Lumière. Lumière, lumière. Les mémoires secrets de Bachaumont. Alors, vous savez, les Français, ils n'ont jamais été dupes complètement. On dit, les Français, ils laissent passer. Souvent parce qu'ils ne savent pas comment faire pour arrêter les choses. Mais il y a beaucoup d'humour et beaucoup de perspicacité pour comprendre ce qui se passe. On raconte en février 1776, un chien parut soudain dans le salon où le prince de Conti servait le thé. Il fit ses ordures en présence de son Altesse Sérénissime, sans aucun respect pour l'auguste compagnie. Il y a un chien qui passe et qui fait caca au milieu de la... Bon. Un huissier vient le battre et le chasser à coups de baguette. « Arrêtez, lui dit le prince. Liberté, liberté tout entière. » Persiflant ce mot favori des économistes, leur secte et leur système. Mais puisque maintenant on est libre, il n'y a qu'à faire caca partout. Hein, c'est ça que ça veut dire. Que redoutent les gens qui perdent leur corporation? Ils redoutent l'extinction du sentiment de l'honneur. Et le sentiment de l'honneur, c'est ce qui assure la police sans la police. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ils redoutent l'invasion des Juifs. Alors là, les Juifs, comme ils vont pas, ils participent pas à ces communautés parce qu'ils sont pas chrétiens. Puisqu'on est une société chrétienne et les Juifs, on n'en veut pas. Alors là, je m'entends vous dire que, ah non, pas dans les corporations. Vous n'allez quand même pas faire entrer les Juifs dans les corporations. Puisqu'il n'y a plus de corporations. Alors les Juifs vont perdre tous les métiers, alors? Oh non, mais attendez. Glissons. La critique de cette suppression est morale. Joly de Fleury écrit « L'homme n'est véritablement libre que pour le bien. Il doit être arrêté quand il veut faire le mal et il ne doit pas abuser de sa propriété pour priver ses concitoyens des objets absolument indispensables à leur existence. » Mais ça, c'est la sagesse même. On ne peut être libre que pour faire le bien. Si c'est pour faire le mal, il faut mettre... Non, les libéraux, ils veulent la liberté entière. Ils disent la somme des vices fera la vertu. Ce sont deux mondes qui s'entrechoquent là. Et Joly de Fleury, c'était un haut magistrat. Alors moi, j'ai beaucoup tiré sur la magistrature, et à juste titre, parce qu'en termes de trafic d'enfants, ils ont été quand même les maîtres, mais en termes pas tous. Je veux dire, il y avait des brebis galeuses dans le Parlement, mais pas tous. Et vous avez les plus belles défenses de ce qu'a été la police des grains, les plus belles défenses de ce qu'ont été les corporations, on en trouve véritablement beaucoup parmi les magistrats. Savez-vous ce qui s'est passé quelques heures après le lit de justice? Le lit de justice a dit, il n'y a plus de corporation, c'est terminé. Maintenant, les ouvriers sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les commissaires investissent les corporations. Les corporations, elles ont une adresse, ce sont des immeubles. On investit des corporations, on compte les tables, les chaises. On appose les scellés, on arrache les rideaux, les tableaux, les objets de porcelaine ou d'étain, les registres, les procès-verbaux d'assemblée, les constats, les contrats, les réceptions des maîtres. On vole les archives qui contiennent toute la vie de la corporation, certaines depuis des siècles. On rafle tout. On confisque tout l'argent liquide, l'argenterie, tout le matériel de valeur servant au rituel de la confrérie et on vend tout à l'encan. Les meubles, les biens, certains pour des prix dérisoires. Et les incorporés regardent ça en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. » On estime les immeubles et on les vend, et brusquement, il n'y a plus rien. Mais il y en a qui sont contents. L'ouvrier de base, qui n'a pas encore sa maîtrise. Vive la liberté! Ouais, je peux faire ce que je veux! Ils plantent là leur maître, ils vont au cabaret pour arroser ça en montrant leurs fesses à tous les passants. Oh, c'est la liberté! On n'est plus obligé d'obéir au patron. C'est pas génial? Alors, le lieutenant général de police, qui est ami de Turgot, il se sent obligé quand même de préciser que les compagnons ne peuvent en aucun cas maltraiter le maître, sa femme, sa famille, ni même les autres compagnons. Parce que eux, ils peuvent rafler tout ce qu'il y a dans la corporation, mais il ne faut quand même pas que l'ouvrier en fasse autant avec son maître. Vous êtes d'accord? Donc, on ne vous a pas donné l'autorisation de casser la gueule au maître et à sa femme. Hein, on est obligé de le préciser. La police patrouille dans la ville pour contenir les troubles, ce qui fait dire au Parlement, Turgot prône la liberté et déploie la contrainte. Ah ben ça c'est clair. Ça c'est clair. Qu'il a déployé la contrainte. Ça, la police, elle a eu du boulot à partir de là. Or, il se trouve que Turgot n'avait rien préparé pour la suite. Il a aboli les corporations et il l'a remplacé par rien. Il n'a rien prévu.
Alors on voit des files d'ouvriers venus s'inscrire pour pratiquer leur nouveau commerce. Bon, moyennant quoi, on ne sait pas. Il a tout cassé, il n'a rien reconstruit. Mais c'est Turgot, ça, c'est pas grave. En tout cas, il n'a pas gagné d'argent, on va dire. On va garder ça à son crédit. Ça, c'est comme Robespierre. Robespierre, il s'est pas enrichi, dit Turgot. Pour le reste, c'est comme bien eux qu'on fait ça. Le roi renvoie Turgot la même année. Et il va restaurer les corporations sous une forme nouvelle. C'est-à-dire que Turgot a tout cassé et le roi se rend compte qu'il faut quand même reconstruire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. On peut pas rester comme ça. Donc il a renvoyé Turgot et il promulgue en août un édit de reconstitution du système corporatif. La société est bien constituée de groupes stratifiés et non d'individus atomisés. Donc on revient, on dit, bon voilà, c'est pas les individus et le marché, maintenant il y a quand même des corps. Mais, alors, il rétablit l'essentiel, c'est-à-dire l'apprentissage, et ça, Dieu sait si les corporations y tenaient, il dit, sans apprentissage, il n'y a pas de métier, s'il n'y a pas de métier, c'est pas la peine, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Il maintient l'exclusion des Juifs, et il réduit le nombre et la rationalisation, et il corrige un certain nombre d'abus. Il y avait beaucoup trop de corporations, au dire de certains. La corporation des pelletiers et celle des fourreurs, parce que la peau, c'est pas la même que la fourrure, et puis le tailleur, c'est pas le même que le tailleur pour dame, c'est pas le même que le tailleur pour homme, je vous plaisante là, mais pour vous donner une idée. Donc, on va rationaliser le nombre de corporations pour corriger les abus. Et on va faire un nouveau système de recrutement des maîtres. Les nouveaux maîtres paieront au roi 1/10 de ce qu'il faudrait payer à la corporation pour être des ouvriers non pas incorporés, mais agrégés. On va créer l'agrégation d'ouvriers. On peut postuler à la maîtrise moyennant 1/3 du plein tarif selon des modalités assez nébuleuses. On reprend les anciens maîtres, mais moyennant un droit de confirmation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre des ouvriers, on va recréer des corporations moyennant finance. Vous croyez que c'était trop cher? Le nouveau corporatisme confisque le recrutement au bénéfice de l'argent. Quiconque a de l'argent va pouvoir adhérer. L'argent va remplacer le code moral. Eh bien, la révolution est faite. On est en 76. La révolution est faite. Là, ils ont gagné déjà. Et c'est Louis XVI qui fait ça. Je tire pas dessus, je tire pas sur Louis XVI pour tout un tas de raisons, parce que je sais qu'il a compris par la suite, enfin bon, peu importe. Le roi a cru se faire aimer en prenant le parti des compagnons contre les maîtres. On lui a dit, regardez les compagnons comme ils sont malheureux, et le maître comme ce sont des gens abusifs. Or, les nouvelles corporations sont beaucoup moins indépendantes qu'avant. Le nouveau statut est beaucoup moins protecteur, notamment pour les veuves. Alors ça, c'est fou. Les époux peuvent les protéger en payant un autre quart du droit d'entrée. C'est-à-dire que les corporations assuraient systématiquement le bien-être, enfin la subsistance des veuves. Et là, dans les nouvelles corporations, il faut payer en plus. Il faut payer pour entrer, pour être maître. Il faut payer en plus pour assurer son épouse en cas de veuvage. Or, la protection des veuves était une ancienne tradition corporative extrêmement respectée. En cas de veuvage sans remariage, la veuve devenait maîtresse à son tour. La veuve d'un maître devenait maîtresse. J'ai croisé ça dans mes recherches. La petite sœur du régicide Damien, enfin il n'est pas régicide parce qu'il n'a pas tué le roi, mais celui qui s'en est pris au roi, il avait une petite sœur qui était veuve d'un maître charpentier. Elle était maîtresse charpentière, elle dirigeait tous ses ouvriers. Elle les dirigeait, elle dirigeait son entreprise, elle signait les traites, elle s'occupait de tout. Un jour, elle s'est remariée, elle a arrêté, c'est son nouveau mari, elle s'est remariée dans sa corporation, elle a épousé un de ses ouvriers vraisemblablement, qui est devenu maître. Elle s'est remise en retraite, si elle ne s'était pas remariée, elle serait restée maîtresse. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y en avoir deux. Voilà, c'est comme ça. Mais elle a été maîtresse charpentière. Et j'ai suivi en détail. Elle se mettait ses plus beaux atours pour aller négocier avec un tel et un tel. Les femmes dirigeaient les entreprises sous l'Ancien Régime. Dans les corporations. Ça n'a pas duré. Mais elle aurait pu rester, excusez-moi, elle aurait pu rester. Enfin, je veux dire, si elle s'était remariée, est-ce qu'elle aurait pu continuer et laisser son mari en retrait, son nouveau mari? Je pense pas, parce que de toute façon, non, je pense pas. Je pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais elle n'était pas obligée de se remarier, et puis elle se serait mise en concubinage, personne ne serait allé regarder. Hein. C'est ça que je veux dire. Non, mais légalement, voilà. Non, légalement, il n'y a qu'un seul maître, et c'est le mari, et s'il n'est pas là, c'est la femme. Et vous aviez des tas de femmes qui dirigeaient des... Et en plus de ça, vous aviez des corporations de femmes, vous aviez des métiers de femmes. Les couturières, les fleuristes, tout ça, c'était des maîtresses. Alors pour le coup, c'était pas les hommes qui dirigeaient. Il y avait des corporations, il y avait des métiers de femmes avec des femmes incorporées, mais même dans les métiers d'hommes, une veuve pouvait devenir maîtresse à vie.
À vie. Et je vous dis, je l'ai croisée. Hein, la petite sœur de Damien, comment elle s'appelait? Marie-Elisabeth, je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Elle a été maîtresse pendant plusieurs années. Et pendant le drame qui a touché son frère, elle était en négociation pour acheter du bois pour son affaire de charpente. Et alors les gens disent, mais si le roi veut nous aider, pourquoi nous taxe-t-il ainsi? Bonne question. Bonne question. Le corps des merciers a écrit quoi? Dans le moment où une femme aura perdu celui dont les travaux la faisaient subsister, on exigera d'elle une finance que le plus grand nombre se trouvera hors d'état de payer. Ben alors si on a fait tout ça, c'est pour que ça soit pire qu'avant, c'est ça? Ça y ressemble. En plus, dans les nouvelles corporations, on introduit la réclame. On va appeler ça, nous, la publicité, qui était jadis considérée comme une concurrence déloyale et une agression confraternelle. On ne fait pas de la retape au détriment du voisin. On ne dit pas « chez moi, c'est mieux qu'ailleurs ». On fait mieux qu'ailleurs, mais on ne dit pas. La réclame est considérée comme quelque chose d'anti-fraternel, déloyal. Mais là, maintenant, c'est le progrès. On va introduire la réclame. La facilité d'avoir des maîtrises pour de l'argent a tout chamboulé. Et le passage de Turgot, même avec son échec, a tout bouleversé. Il a ouvert les vannes et donné le goût d'une liberté qu'on ne veut plus quitter. Et à partir de Turgot, même quand il n'est plus là, c'est l'argent le maître. Et on ne reviendra pas en arrière. Qui est-ce qui se réjouit de ce progrès? Un certain Voltaire. Alors, il explique que la destitution de Turgot est un malheur personnel. Au moment où Turgot a été nommé par le roi, il pleurait de bonheur, et au moment où il a été destitué par le roi, il pleurait de malheur. Il disait « Je ne vois plus que la mort devant moi depuis que M. Turgot est hors de sa place. Je ne conçois pas comment on a pu le renvoyer. Ce coup de foudre m'est tombé sur la cervelle et sur le cœur. Il a failli mourir, comme tous les ans au moment de la Saint-Barthélemy, il manquait mourir tellement il était ému. » Et en 1778, Voltaire revient à Paris et va voir Turgot. Et Condorcet nous raconte ce qui s'est passé. Nous l'avons vu au milieu des acclamations publiques, accablé sous le poids des couronnes que lui prodiguait la nation, se précipiter au-devant de M. Turgot d'un pas chancelant, saisir ses mains malgré lui, les baiser, les arroser de ses larmes, en lui criant d'une voix étouffée « Laissez-moi baiser cette main qui a signé le salut du peuple !» Ah bah oui, la suppression des corporations. Oh, quelle affaire! Arrive la Révolution qui va entraîner l'abolition en 4 actes. Pour l'instant, on a aboli, on a rétabli, maintenant on va achever. Il y aura les États généraux, la nuit du 4 août, le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Alors, la convocation des États généraux. Savez-vous comment ils ont fait? De très nombreuses demandes de retourner à l'ancienne législation se trouvent dans les cahiers de doléances. Vous voulez dire au roi ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce que vous voulez? Des corporations, des corporations, des corporations. On veut retourner à l'ancien système, on veut retourner... Les gens, ils écrivent. Ils veulent absolument retrouver les corporations d'avant, hein, puisqu'on leur demande. Or, à Paris, les corporations ont été écartées des procédures électorales des doléances de 1789. À Paris, qui est quand même la plus grande ville de France, les ouvriers n'ont pas voté. Le Châtelet et son lieutenant général de police ne conçoivent pas l'organisation sans corps. Pour le Châtelet, on organisera la représentation. Le Châtelet est pour les corporations, donc on lui demandera d'organiser la représentation du clergé et de la noblesse. Il est pour les corporations, on va lui demander d'organiser le vote là où il n'y en a pas. Ensuite, le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'hôtel de ville, qui se voit à la tête d'une communauté universelle de citoyens individuels, ce sont des libéraux, organisera la représentation du tiers-État. Et il le fait en excluant naturellement les domestiques, les contribuables au-dessous d'un certain seuil, les femmes, les étrangers, et toute personne, et toute assemblée, toute communauté. Donc on exclut les ouvriers. Vous imaginez, Paris, 500 000 habitants, les ouvriers ne sont pas représentés. Alors, qui est-ce qui n'est pas représenté à Paris? Les domestiques. Ces gens-là, vous savez, ils votent comme leur maître, donc c'est pas la peine. Hein. Les domestiques. Les contribuables trop pauvres. Les femmes, les étrangers et les ouvriers. Qu'est-ce qui reste? Les marchands. Le tiers-État, à Paris, était représenté aux États généraux par les marchands. Intéressant. Hein? Il était prévu que le tiers des villes serait organisé par corporation. Eh bien, à Paris, elles ont été privées du droit de concourir à la formation des cahiers et à l'élection des députés à la Commune de Paris, et ainsi de faire connaître au roi les abus qu'elles voulaient dénoncer. Les corporations disaient, puisqu'il va y avoir des cahiers de doléances, on va y aller. Clac. Non, pas vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus rien faire. La machine est enclenchée. C'est fini.
Les corporations refusent le libéralisme, elles refusent le grand magasin, elles refusent la pression au bas prix, elles refusent la réclame, la spéculation, la libre circulation. Elles veulent la protection ancienne des veuves et la loi qui protège et réprime. La corporation, les ouvriers, le monde ouvrier, professent un credo anti-libéral. Ils ne veulent pas du libéralisme. Le monde ouvrier veut restaurer l'ancien système en supprimant les abus, mais pas en les supprimant. Ils rejettent les réformes récentes. Alors on lui coupe la parole. Quick! Et la révolution s'est faite sans eux. À Toulouse, toutes les corporations sont mobilisées pour la rédaction de leurs cahiers. Et le roi nous demande de rédiger des cahiers. Toutes les corporations se précipitent. Ils présentent leurs cahiers et ils se présentent à la mairie, au Capitole. Et là, les capitouls, à la dernière minute, rejettent leur doléance en disant on écrira nous-mêmes. Alors ils écrivent à Paris, puis ça passe aux oubliettes. Elles écriront un mémoire désespéré à l'Assemblée nationale pour s'en plaindre, mais l'Assemblée nationale n'en a que faire. Libéral et fier de l'être, le duc d'Orléans, alors grand maître du Grand Orient, d'accord? Ça vous va? Cousin du roi. Distribue des cahiers modèles, parce que lui, il avait tout un fief, enfin, il avait un grand territoire sur lequel il était le maître chez lui. Il rédige, il fait des cahiers de doléances tout près, et il dit, vous signez là. Et alors, il envoie ses instructions à ses représentants au bailliage en mars-avril 89, intitulé « Besoins nationaux les plus pressants ». Alors, vous signez là. Il doit en être de même un régime de liberté sans entrave, de la faculté de travailler, de produire, d'échanger et de consommer. C'est-à-dire que le duc d'Orléans fait rédiger les cahiers de doléances en disant que le peuple demande un régime de liberté sans entrave pour le travail, la production, l'échange et la consommation. Juste l'inverse de ce que demandent les gens. C'est tout l'argumentaire de Turgot. À Metz, à l'automne 89, les cordonniers lancent une campagne nationale qui affirme « Le désordre et la misère sont dus à l'anarchie dans le commerce des grains. Le commerce de grains des pauvres est une monstruosité. Le pain appartient au peuple et non au commerce. Le travail appartient aux corporations et non au marché. Ce n'est pas les corporations mais le commerce des grains qu'il faut supprimer. Il faut ressusciter les anciens règlements avec peine capitale contre ceux qui les violeraient. » C'est-à-dire que le peuple ouvrier, en l'occurrence anciennement incorporé ou encore incorporé de façon bâtarde, réclame la peine de mort contre ceux qui veulent imposer ce qu'on va leur imposer. Ça se prépare, ça vient là. Mirabeau écrit « L'État ne peut empêcher quiconque d'exercer le métier qu'il veut. Liberté. » Vouloir la corporation, c'est vouloir empêcher les gens de faire le métier qu'ils veulent, puisqu'on va leur demander du savoir-faire, des examens, des trucs. Non. Donc, les partisans de la liberté, Mirabeau dit « L'État ne peut pas empêcher. » Sieyès écrit « Le monopole dégrade la qualité du travail et fait monter les prix en étouffant la concurrence. » Salauds d'incorporés, c'est eux qui font que les prix sont trop chers. Roland, vous connaissez Roland? Il est devenu ministre, c'est un Lyonnais. Il salue la révolution comme la fin nécessaire des corporations qui sont le privilège dégradant de l'esprit de corps. Seule une logique individualiste peut produire des sociétés authentiquement altruistes. Vous savez, plus il y aura de vices, plus il y aura de vertus. Hein, plus on sera la bride sur le cou et plus on respectera son voisin. Quoi, en gros, hein. Moins il y aura de normes et plus ce sera bien réglé. Les corporations sont contraires à la justice naturelle, à l'humanité et aux principes fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Ça, c'est bien dit. Parce que fondamentalement, c'est vrai. Les corporations sont incompatibles avec les nouveaux codes révolutionnaires. Ah bah oui. Oui. Les corporations sont incompatibles avec ce qui se prépare. La nuit du 4 août, vous avez entendu parler, l'abolition des privilèges. Je vais vous raconter. Une réunion préparatoire à la séance se tient une nuit durant avec 100 députés qui préparent la destruction de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. Remplacer privilèges par droits acquis. La séance du 4 août est présidée par le franc-maçon René Guy Le Chapelier, qui fera porter une loi son nom. La déclaration des droits de l'homme qui suivra célébrera la liberté qu'a tout un chacun de travailler comme il veut, où il veut, s'il ne nuit pas. Des ouvriers vont brandir la déclaration pour s'installer où ils veulent, ils partent sans préavis, ne se font plus enregistrer, désertent les boutiques, volent la clientèle de leur ancien maître. Puisqu'il n'y a plus de loi. C'est ce qu'on veut, hein. À partir du 4 août, la suppression n'est pas de droit, elle est de fait. À partir du moment où on a supprimé les privilèges, ce n'était pas la peine d'abolir les corporations. De fait,
elles sont abolies puisque le privilège n'existe plus. Un député écrit à ses électeurs que les corporations ont été abolies à l'unanimité. C'est faux, mais c'est quand même le résultat. Un autre écrit dans son journal du 5 août, suppression des jurandes. La plupart des journaux annoncent la suppression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien la nuit du 4 août que ça s'est fait. Le 13 août, le journal d'État du citoyen écrit « L'industrie est libre et l'intelligent ouvrier capable de gagner pour lui-même et sa famille ce que gagne sur lui un maître avare et quelquefois ignorant ne sera plus obligé d'être riche pour avoir le droit d'exister. » Vous vous rendez compte, la libération, c'est formidable. Il n'y a plus besoin d'être riche pour travailler, alors qu'avant. Oh. Camille Desmoulins écrit « Ira commercer aux Indes qui voudra, aura une boutique qui pourra. Le maître tailleur, le maître cordonnier, le maître perruquier plaideront, mais les garçons se réjouiront, et il y aura illumination dans les mansardes. » Ah oui. En fait, les anciennes lois existent encore, mais elles sont désormais toutes bafouées par des gens qui attendent qu'on les change. Au cours de l'été 1790, en réponse à la hausse du pain et à la misère croissante, on voit des défilés dans les faubourgs Saint-Antoine. Les foules commencent à se manifester et à se rassembler. Les autorités veulent bien que les ouvriers aient tous les droits, mais individuellement et pas celui de s'assembler. On va tirer dans le tas. Ils peuvent célébrer une messe à Sainte-Geneviève, mais y aller séparément. Vous pouvez aller à la messe, mais pas ensemble. Tout regroupement va être suspect. L'acte de décès des corporations, c'est la loi d'Allard. Alors il y a un vieux crétin, un vieux salopard qui appelle ça la loi Allard et qui la situe après la loi Le Chapelier parce qu'il n'y connaît rien et après il dit que c'est moi. Bref, la loi d'Allard va suivre. Dès le début de la Révolution, la vision du monde est libérale. La société n'est composée que d'individus seuls et la liberté est l'idée force de l'action sociale. L'Assemblée nationale délibère sur un projet d'abolition en février 1791. Vous vous rendez compte ? On n'est plus que des individus. Une adresse en provenance de Lyon est signée par 2316 citoyens qui réclament l'abolition immédiate des corporations en raison de leur odieuse iniquité et de leur incompatibilité avec les lois de la nature et l'esprit de la Révolution. C'est une mise en scène, attendez, c'est un coup monté. Là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les gens qui disent immédiatement à abolir les corporations. C'est faux, c'est faux. On sait très bien, surtout à Lyon, alors les soyeux, Dieu sait s'ils avaient besoin de l'organisation encore. Le baron d'Allard, c'est un pro-physiocrate. Alors, qu'est-ce que c'est que les physiocrates ? La physiocratie, c'est devenu l'économie. La physiocratie, c'est le gouvernement par la nature. Et le gouvernement par la nature, c'est la libre circulation des grains, parce que la nature le veut. La nature le veut, et la nature veut la suppression des corporations. Les physiocrates, donc, le baron d'Allard, c'est un physiocrate, il siège au comité des contributions publiques. Vous ne voyez pas le rapport avec les métiers, mais il va passer ça comme ça. Il présente au comité de l'agriculture et du commerce un projet de loi remaniant les droits perçus sur les marchandises entrant dans les villes. Donc il va parler d'autre chose. Et il y a inclus une clause supprimant les maîtrises et les corporations, réforme, dit-il, depuis longtemps désirée par les citoyens. Donc il fait passer une loi qui dit quelque chose, et puis en dernier paragraphe, il dit « et on supprime les corporations ». Il présente à l'Assemblée le projet de création d'une patente destinée à autoriser tout marchand ou artisan à exercer le métier de son choix. Donc maintenant, tout le monde va être autorisé à exercer le métier de son choix, mais moyennant une patente. Qu'on paye à qui ? À l'État. Avant, on versait des droits d'entrée à la corporation. Vous avez compris ? Il cite Turgot et définit la liberté de travailler comme l'un des principaux droits de l'homme. La première propriété est la plus sacrée. Et ça passe. Les corporations sont abolies le 1er avril 1791. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, à condition de payer une patente et de s'engager à se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Par qui les règlements de police vont-ils être faits ? Pas par eux, alors qu'avant, c'était eux qui faisaient. La patente qu'on vient d'instaurer, elle est calculée sur le loyer. Donc figurez-vous que le riche horloger en chambre, il est beaucoup plus avantagé que le charron qui a besoin de gros volumes de locaux. Hein ? C'est pas grave. Qui ne paiera pas de patente se verra interdire l'accès aux tribunaux, n'aura pas le droit de rédiger des actes devant notaire, de se présenter aux élections des tribunaux de commerce et sera menacé de confiscation de ses marchandises et d'amende se montant à 4 fois le prix de la taxe. Tiens, je crois que c'était la liberté. C'est quoi ça ?
Les corporations hurlent et crient dans le désert. La faculté accordée par la loi à toute personne d'exercer toute profession en prenant une patente pourrait avoir l'inconvénient de faire renaître des moyens dangereux de vidance des fausses d'aisance employés avant l'invention du ventilateur et de la pompe. On rappelle quand même qu'il y a des métiers qui sont dangereux. Et le métier des vidangeurs est un métier qui ne s'improvise pas. On peut mourir d'émanations méphitiques qui sortent de fausses d'aisance. Et les vidangeurs, ils disent, vous allez faire quoi? Vous allez donner ça à faire à n'importe qui? Oui. S'il a payé. Un métier ne s'improvise pas. Alors, aux antipodes, vous avez l'ami du roi, c'est-à-dire les royalistes, et l'ami du peuple, Marat. Alors, Marat, c'est le seul truc où il est franchement sympathique. Il critique violemment la loi. Marat, il est contre l'abolition des corporations. On entend des explosions de joie. Je peux cuisiner, frotter, raser, coiffer, m'escrimer dans tous les genres sans qu'on puisse y foutre le nez. N'est-ce pas agréable? Et l'ami de la Révolution écrit « Citoyens de tout rang, de tout mérite, reprenez courage, la loi vous rend à vous-même. » Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Simon Linguet, ancien opposant à Turgot, en 1776 écrit « Si l'Assemblée nationale supprime les corporations au nom de la liberté individuelle, du droit de l'homme et des vertus de la déréglementation commerciale, sous quel prétexte philosophique et pratique peut-elle justifier l'établissement d'une patente, un droit 100 fois plus odieux que les maîtrises, 100 fois plus injuste, 100 fois plus ruineux ?» La question est posée, la réponse ne sera pas donnée. Dernier acte, la loi Le Chapelier. On a aboli de fait. Ensuite, on a aboli de droit. Maintenant, on va interdire la reconstitution. C'est la loi Le Chapelier. La loi d'Allard intervient au moment où la contestation ouvrière enfle partout. Pour la Révolution des Lumières, la société, alors je me répète, mais il faut absolument revenir à chaque fois, est faite d'individus atomisés, libres de faire ce qu'ils veulent dans des limites floues. Pour de nombreux ouvriers, la loi d'Allard est un triomphe, c'est l'émancipation des ouvriers, les corporations étant vues comme des machines disciplinaires anti-compagnons. Mardi 14 juin 1791, donc la loi d'Allard c'est février, et la loi Le Chapelier c'est juin de la même année. Non, c'est avril. 1er avril, 14 juin. Ils n'ont pas traîné. Le Chapelier se présente et cite abondamment Jean-Jacques Rousseau et son contrat social. Et il dit « Il est sans doute permis à tout citoyen de s'assembler paisiblement et sans armes. Mais il ne doit pas être permis aux citoyens de la même profession et du même état de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Car il n'y a plus de corporation ni de société, il n'y a plus d'intérêts communs, il n'y a plus que des intérêts individuels et l'intérêt général de la chose publique. » Et voilà. Robespierre ne dit pas un mot, rien. La presse, rien. Ça passe. C'est le triomphe posthume de Turgot. Turgot est mort en 1781. C'est son triomphe. La Révolution l'a fait. On n'a plus le droit de s'organiser entre gens d'un même métier. Et c'est pas pour que ce soit gratuit, c'est pour que ce soit beaucoup plus cher. On a remplacé l'économie morale par l'économie de marché. L'ouvrier sera désormais soumis aux exigences de l'État et de sa police. Parce qu'il faut une police. Les ouvriers, ça s'agite. On va lancer les flics. Chaque contrat de travail sera signé individuellement entre un ouvrier libre et un employeur libre, qui en termes civiques sont égaux. Bah oui, un patron, c'est l'égal d'un ouvrier, non? Termes civiques. Le libéralisme pour les marchands contre la sujétion pour l'ouvrier désormais soumis à un pouvoir sur lequel il n'a plus aucun contrôle. Le monde du travail va sombrer dans l'horreur pour plus d'un siècle. Les révolutionnaires sont contents. Mirabeau écrit « L'État ne peut empêcher quiconque d'exercer le métier qu'il veut. » Voilà, maintenant, on a gagné. Les corporations sont contraires à la justice naturelle, à l'humanité et aux principes fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. Mais ça, je me tue à vous le dire. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est incompatible avec les corporations. Conséquence, on a d'un côté des individus poursuivant chacun leurs intérêts propres et de l'autre, un État mandaté par le peuple souverain et représentant l'intérêt général. Vaste plaisanterie. Parce que l'État nouveau représentait l'intérêt général, on l'a vu en Vendée. À Vendée, à Lyon, à Marseille, enfin bon. Le modèle ne comprend plus aucun accord intermédiaire. Merci Jean-Jacques Rousseau. Conclusion. L'ancien processus de sélection s'est effacé dans la marchandisation. Désormais, l'argent sera le seul et unique prix de la maîtrise. Le nouveau système relève de l'économie de marché et non plus de l'économie morale. L'ouvrier sera tenu de s'incliner non plus devant l'autorité morale du maître, mais devant les exigences expresses de l'État et du profit. La police veille sur le tout. Et avant les Lumières, la police veillait à deux choses, les marchés et la propreté dans les villes.
la police veillait au grain. Alors, pas veiller au grain dans le sens maritime du terme, surveiller le prix du grain. Vous ne pouviez pas, sous l'Ancien Régime, avant ces expériences désastreuses, qui sont devenues la règle après, vous ne pouviez pas acheter du grain au marché avant que la population, puis les boulangers, puis les hôteliers, les restaurateurs, se soient déjà servis. Un marchand ne pouvait acheter du grain pour le revendre ailleurs qu'une fois que toute la population s'était servie. Comment fonctionnait ce système? La police. Vous êtes marchand, papier. Attendez, on arrivait au marché au son de la cloche. La cloche n'a pas sonné, vous ne pouvez pas déballer. La cloche a sonné, priorité aux ménagères. Elles arrivent avec leur truc, elles achètent le pain, elles achètent le grain. Il y a des gens qui faisaient le pain chez eux, et puis voilà. Donc, les boulangers passent après les ménagères. Et la police est là pour surveiller. La police, la maréchaussée croise un convoi dans la campagne avec du grain dedans. Vous arrivez d'où? Vous avez vos papiers? Le grain, vous l'avez acheté à quel marché? Ah, vous n'êtes pas en règle. Si un marchand est allé servir de grain chez un producteur, chez un meunier ou chez un paysan, on lui rafle sa marchandise. On n'a pas le droit d'acheter directement au consommateur, au producteur, parce que le producteur doit d'abord au peuple. Et c'est ça qui a été aboli. La police veillait à ça. Elle veillait également, enfin bon, là, je vous dis qu'il n'y avait pas de police pour les ouvriers, puisque c'était la corporation qui faisait sa propre police, mais là, à partir de la Révolution, la police, elle va les trouver, les ouvriers. Les émeutes ouvrières. Hein, bon. Un demi-siècle a passé, nous voilà en 1840. Rapport du docteur Villermé. Écoutez bien. En Alsace, beaucoup de ces jeunes infortunés appartiennent à des familles suisses ou allemandes entièrement ruinées que l'espoir d'un sort meilleur y attire et qui viennent faire concurrence aux habitants du pays. Leur premier soin, après s'être procuré du travail, est de chercher un logement. Mais on a vu que le taux élevé des loyers les force souvent à aller s'établir à 1 lieue de distance et même jusqu'à 1 lieue et demie, 4 à 6 kilomètres. Il faut donc que les enfants, dont beaucoup ont à peine 7 ans, quelques-uns moins encore, abrègent leur sommeil et leur repos de tous les temps qu'ils doivent employer à parcourir 2 fois par jour cette longue et fatigante route, le matin pour gagner l'atelier, le soir pour retourner chez leurs parents. Aussi est-ce un spectacle bien affligeant que celui des ouvriers qui chaque matin y arrivent de tous côtés. Il faut voir cette multitude d'enfants maigres, hâves, couverts de haillons, qui s'y rendent pieds nus par la pluie et la boue, portant à la main, quand il pleut, sous leurs vêtements devenus imperméables par l'huile des métiers tombés sur eux, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à leur retour. Afin de mieux faire sentir combien est trop longue la journée des enfants dans les ateliers, rappellerai-je ici que l'usage et les règlements fixent pour tous les travaux, même pour ceux des forçats, la journée de présence à 12 heures réduite à 10 par les temps de repas. Tandis que pour les ouvriers qui nous occupent, sa durée est de 15 à 15 heures et demie, sur lesquelles il y en a 13 à 13 et demi de travail effectif. Les forçats travaillent moins que les enfants dans les usines. Mais pour tous, la fatigue résulte d'une station debout beaucoup trop prolongée. Il reste 16 à 17 heures debout chaque jour, dont 13 au moins dans une pièce fermée, presque sans changer de place ni d'attitude. Ce n'est plus un travail, une tâche, c'est une torture. Et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achèvent d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Comment ces infortunés, qui peuvent à peine goûter quelques instants de sommeil, résisteraient-ils à tant de misère et de fatigue? C'est ce long supplice de tous les jours qui ruine principalement leur santé dans les filatures de coton, plus encore à Mulhouse et à Thann qu'ailleurs, à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Les renseignements s'accordent tous au reste pour établir que l'instruction des enfants qui ont été admis dans les ateliers dès l'âge de 6 ans est nulle et qu'ordinairement ceux qui sont reçus avant 10 ou 11 ans ne savent ni lire ni écrire. Je signale que sous l'Ancien Régime, il y avait une école par paroisse et qu'il y avait des centaines d'églises dans Paris. Tous les enfants allaient à l'école. Tous les enfants allaient à l'école. Et quand ils quittaient l'école, c'était pour entrer en apprentissage. Ils ne gagnaient pas leur vie, c'est leur père qui gagnait leur vie. On a bien ouvert quelques écoles du soir et du dimanche, mais des enfants fatigués par un labeur de 12 à 14 heures par jour ou par le travail de la nuit précédente ne sont pas en état de suivre les leçons avec fruit. Fin de témoignage du docteur Villermé, enfin les témoignages sur l'horreur des conditions ouvrières du 19e siècle, je veux dire, on le trouve à foison, je veux dire, c'est une chute, c'est une abomination. En 1954, un certain Firmin Baconnier,
qui est mort en 1965, qui était journaliste monarchiste, il était membre de l'Action française, c'était un déchaîné pro-corporation, il voulait absolument rétablir les corporations. Il a écrit, là, il expliquait, c'est pas des citations que je vous fais, mais ça reflète son point de vue. Il disait « La suppression des corporations a jeté le monde ouvrier dans une misère effroyable. L'amélioration du sort des ouvriers se fera par des procédés contraires au libéralisme. Le communisme est une illusion. » Donc pour lui, le libéralisme, c'est le mal, et le communisme est une illusion. Les conditions des travailleurs, ils sont terribles. Bien vu. On savait quand même déjà dans les années 60 que le camarade Staline n'avait pas forcément arrangé la situation des ouvriers. Et il dit, il existe une autre voie, c'est celle de la corporation qui dit que le but du travail est la sustentation du travailleur. La suppression des corporations donne au travail le but de produire des richesses à celui qui a apporté les capitaux. Et ce nouveau droit a été inauguré en 1789. On a volé les biens corporatifs et interdit aux ouvriers de se coaliser. Or, au même moment, et écoutez bien, c'est très important cette analyse de Baconnier, il dit au même moment fut introduite la machine qui n'allait pas soulager l'ouvrier mais l'opprimer. Si on n'avait pas supprimé les corporations, les machines qui étaient en train d'apparaître auraient libéré l'ouvrier. On aurait pu réduire la journée de l'ouvrier de moitié, des 3/4, grâce aux machines. Et la suppression des corporations s'est faite en même temps que la machine à vapeur est arrivée, entre autres. La corporation est l'intermédiaire entre l'individu et l'État. Je cite toujours Baconnier. Son activité doit de servir le bien commun et du métier et de la nation. Elle garantit la possession du métier de celui qui en vit. Elle collabore à la prospérité générale par la production de biens utiles et à subvenir aux besoins de ses membres. Son objet est à la fois individuel et social. La corporation, ce n'est pas l'ouvrier contre la société, c'est l'ouvrier dans la société. Le boulanger doit fournir un bon pain pour tout le monde à un prix raisonnable pour le consommateur. Le métier, dit-il, appartient à ceux qui le savent et en respectent les règles. En régime totalitaire, le métier appartient à l'État. En régime libéral, il appartient au patronat. Patrons et ouvriers tirent leurs moyens respectifs d'un ordre social fondé sur la reconnaissance des droits et des devoirs respectifs des travail et du capital. Par la propriété du métier, le travailleur sort du prolétariat. L'ouvrier incorporé n'est pas campé dans la société comme un nomade, il y est installé. Le 1er mai 1952, Firmin Baconnier annonce la relance des corporations malgré l'hostilité du pouvoir politique partisan du régime des partis. Ce sera l'échec. Désormais, le monde du travail sera représenté entre la gauche pour les ouvriers, la droite pour les patrons, sans que les uns ni les autres n'y trouvent jamais leur compte. La suite a donné tort à Baconnier. Le mot de corporation aujourd'hui est devenu un terme péjoratif. J'espère avoir un petit peu contribué à changer les choses. Voilà, je vous remercie. Wow.